bonjour. La filière porcine permet également de fertiliser les cultures. Alors, le contexte, il est le suivant. Le Green Deal nous impose donc un objectif de baisse de 20% de l'usage des engrais chimiques d'ici 2030. Et bon, alors, les engrais organiques sont déjà bien utilisés. D'après le GIS élevage, ils représentent d'ores et déjà 40% des fertilisants donc utilisés en France. L'intérêt d'ordre environnemental et économique. Alors, on voit un petit graphique. Là, j'ai mis donc l'augmentation du prix de l'azote issu de l'ammonitrate suite à la crise ukrainienne. À ce moment-là, les engrais organiques étaient extrêmement demandés. Intérêt économique et environnemental. Là, vous avez un petit schéma là sur l'économie circulaire. Ça fait des années que l'on en parle. Les déjections animales sont à ce titre très bien placées. L'intérêt purement agronomique des déjections animales n'est plus à démontrer non plus depuis le temps. On sait très bien que le lisier est très bien adapté aux cultures. Il y a un ratio azote sur phosphore qui correspond très bien aux besoins des cultures. Il y a d'autres peut-être aspects comme la matière organique qui a un petit peu moins valorisé. Le prix du marché de l'azote et du phosphore guide davantage le prix de marché des matières fertilisantes. Le gisement des effluents d'élevage, il est environ, alors toute production animale confondue, de 120 millions de tonnes de matière brute à l'échelle de la France métropolitaine. Il est très inégalement réparti, donc la carte le montre bien. Donc c'est essentiellement le Grand Ouest, donc toute production animale confondue, mais également d'origine porcine, puisque la filière porcine, avec ses 18 millions de mètres cubes de lisier, et on produit alors beaucoup moins de fumier, c'est un peu plus de 600 000 tonnes. C'est donc pour la Bretagne 58% en lisier et 27% donc pour le fumier. Alors, c'est tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver sur une plateforme web qui s'appelle Elba. C'est d'un accès gratuit pour connaître les biomasses issues de toutes les productions animales, mais également quelques biomasses végétales. Les effluents d'élevage ont une valeur économique. On l'estime entre 5 et 20 euros par mètre cube pour un lisier de porc. Le coût, par comparaison, le coût d'épandage, c'est à peu près 3 à 5 euros. Alors, bon, il y a un outil une calculatrice qui est en cours d'élaboration, donc GT4E. On aura l'occasion d'en parler, je pense, au prochain Space. Alors, j'ai dit entre 5 et 20 euros par mètre cube, ça fait quand même une échelle de 1 et 4. Pourquoi une telle différence? Il y a plusieurs facteurs explicatifs. C'est d'abord les coefficients d'équivalence engrais. Le KEQ, c'est un coefficient un peu barbare comme ça. Ça désigne donc l'efficacité apportée d'un kilogramme d'engrais qui sera réellement utilisé par la plante. Pour le phosphore et le potassium, il est à peu près de 1. Par contre, pour l'azote, c'est beaucoup moins. Ça va varier de 10% à 70% parce qu'il y a du lessivage, il y a de la volatilisation, il y a de la réorganisation. Donc là, il y a une forte variabilité qui est liée donc à la nature des déjections. C'est également le taux de dilution, ne serait-ce qu'entre lisier et fumier, mais au sein même des lisiers. Entre un lisier d'engraissement et un lisier de truie, déjà, il y a un facteur de 2 à 3 en termes de concentration donc en éléments fertilisants. C'est également le prix des engrais minéraux, donc on l'a vu, qui sont extrêmement volatiles au cours du temps. Alors, il y a d'autres atouts économiques plus rarement ou plus difficilement démontrables. C'est donc la teneur en macroéléments. Les effluents d'élevage, du fait de l'alimentation animale, contiennent d'autres éléments plus minoritaires. On parle de macroéléments secondaires, comme le calcium, le soufre, le magnésium, qui pourtant sont d'intérêt en termes de fertilisation. Il y a également des microéléments qui sont intéressants. Et la matière organique, dont j'en ai parlé, donc je vais en parler encore à l'instant, puisque c'est moins connu, les intérêts mériteraient d'être mieux valorisés. Alors, les enjeux, c'est quoi autour de la matière organique? Donc, il y a des choses déjà qui sont connues. C'est la structuration des sols, c'est la capacité de rétention en eau des sols. Si vous avez un sol sableux sans matière organique, là, c'est la déshydratation assurée pour les cultures. Alors, avec le changement climatique et ce qu'on a vécu l'année dernière, là, ça montrait encore plus l'intérêt d'un sol à être bien pourvu en matière organique. Et ça ne se fait pas en 2-3 ans. C'est vraiment la constitution d'un stock de matière organique dans les sols se déconstruit sur des décennies ou se construit sur des décennies. Les effluents d'élevage ont un intérêt également pour la biodiversité des sols agricoles.
Alors, c'est une thématique qui est plutôt récente, hein. On voit en termes de nombre de publications sur le sujet, c'est exponentiel. Et ce qu'on peut dire, c'est que les effluents d'élevage ont un effet globalement positif, notamment lié à cet apport de matière organique. Alors globalement, donc il y a des aspects qui sont un peu controversés, donc c'est une thématique un peu nouvelle, mais son effet globalement sont positifs et c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Et également l'intérêt de la matière organique, bien entendu, sur la méthanisation, donc ça va faire l'objet de la présentation de tout à l'heure. Euh, un, un graphique là qui montre bien sur une controverse qui est liée au fait que la méthanisation détruit le carbone fermenté cible. Et c'est un problème. Alors, le sujet est très compliqué, hein. Donc là, c'est un graphique qui montre globalement ce que l'on a. C'est en colonne. Ce que l'on voit, c'est que sur la colonne la plus à gauche, si vous enfouissez directement donc une biomasse végétale dans le sol, vous avez une certaine quantité de carbone qui va aller alimenter le compartiment humique du sol. Si la biomasse végétale, vous la donnez à alimenter donc à un animal, bon, c'est un bovin, mais ça peut être du porc, et vous utilisez les déjections animales, vous les enfouissez dans le sol. Vous allez avoir une certaine proportion de carbone à alimenter le compartiment humique du sol. Si maintenant vous faites de la méthanisation, même chose. Et si là, donc on dit on va dégrader vraiment la matière organique, on le donne à manger à un animal et les déjections, on le met dans un méthaniseur, bon, on s'aperçoit que finalement, au bout du bout, on a entre 10 et 15% du carbone qui sera difficilement biodégradable, qui va alimenter le compartiment humique du sol. Donc finalement, il y aura toujours une fraction donc importante de ce carbone qui ne sera pas perdu, qui sera bien conservé, quel que soit le scénario. Bon, ça, c'est dû au fait que ce carbone, il lui faut des temps très longs pour être dégradé. Je ne rentre pas plus dans le détail. Alors, le mode d'emploi des déjections animales, alors j'ai mis entre parenthèses un rappel, hein, c'est des discours que l'on a depuis des années. On va voir quand même qu'il y a quelques innovations en la matière. Ce qui peut être un rappel important, c'est que les lisiers et les fumiers donc, sont à distinguer pour leur effet fertilisant et amendant. Donc, schématiquement, un lisier, on va parler d'un coup de fouet. Il a beaucoup d'azote ammoniacal et il aura une action extrêmement rapide. C'est ce qu'on appelle le coup de fouet. Les fumiers, donc on l'a vu, donc avec ces calculs, ces coefficients d'équivalence azote qui sont euh, parfois beaucoup moins bons. C'est de l'azote qui est beaucoup plus difficilement mobilisable à court terme. Voilà, donc l'intérêt, on aura là surtout donc un apport en matière organique. Les matériels d'épandage, donc vous avez ici quelques illustrations euh, sur notamment les risques de volatilisation. Donc évidemment, donc il y a un matériel avec la bus palette qui va de plus en plus être banni, hein. Donc on voit là ça, on a avec la surface de contact lisier-air beaucoup d'émissions d'ammoniac. Les épandages avec un pendillard et un enfouisseur, donc c'est beaucoup plus vertueux dans ce sens. Alors, il y a des innovations sur dans l'épandage, hein. Donc, j'ai pas eu l'occasion de faire le tour du space, mais je pense que ces matériels doivent exister sur le space, hein. Donc, il y a des automoteurs. Alors, les automoteurs, vous verrez une photo tout à l'heure, hein. Donc, ce sont des matériels d'épandage qui sont beaucoup plus spécialisés pour l'épandage, qui évitent le tassement avec des géolocalisations, avec des capteurs, etc., avec des pneus basse pression. Donc, beaucoup plus performants que la chaîne tracteur plus tonalisie. C'est les capteurs dont j'ai parlé, qui permettent de connaître la composition des effluents d'élevage en temps réel. C'est les épandages sans tonalisier. C'est également la logistique. Euh, si vous épandez loin, si vous avez des gros chantiers, alors, notamment, on va le retrouver dans le cas de très grosses unités de méthanisation avec des plans d'épandage sur plusieurs milliers d'hectares. Donc, il faut vraiment là partir sur des matériels, des organisations logistiques différentes, hein, avec par exemple des fausses tampons, donc des portées, hein, pour donc les épandages. Bon, hop. En conclusion, alors c'est une thématique qui n'est pas nouvelle. Les déjections entretiennent la fertilité des sols en azote, en phosphore, en matière organique. Par contre, il y a des besoins d'équipement, de connaissances en lien avec des nouveaux enjeux économiques. Donc, on a vu sur la volatilité des prix, sur la souveraineté. On parle d'alimentaire, mais également sur la souveraineté des engrais et environnementaux, donc avec le réchauffement climatique, hein, qui évolue. Donc, il faut encore mieux les valoriser. Donc, il y a encore des marges de progrès qui sont assez importantes, hein.
c'est la réduction des émissions d'ammoniac, c'est l'analyse des effluents. Alors plus globalement, je rapporterai à propos du GIS Avenir Élevage, hein, qui mentionne qu'il n'y a pas d'agroécosystème en bonne santé sans animaux pour recycler donc les éléments. Peut-être un élément donc en lien avec ce que l'on observe depuis quelques années, c'est la baisse des productions animales. Eh bien, on s'aperçoit, il y a une prise de conscience récente d'une réduction de la disponibilité des matières organiques, notamment d'exportation vers les régions déficitaires, donc en effluent d'élevage. Je vous ai parlé de la matière organique, on peut faire une impasse, hein, sur plusieurs années. Mais quid au-delà? Donc au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça va être difficile. Pour retrouver les stocks de matière organique, ça va être compliqué. Et en situation donc de pénurie, les effluents d'élevage pourraient retrouver donc une meilleure valeur économique. Sans transition, donc je l'ai fait un peu donc avec la méthanisation. Donc je vais vous parler effectivement de la possibilité qu'a la filière porcine de produire de l'énergie renouvelable. Alors, deux formes d'énergie donc très différentes, hein, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, même si au bout du bout, on peut produire notamment de l'électricité, mais avec la méthanisation, pas que, on va le voir. Alors le contexte, hein, il est le suivant, c'est que au niveau environnemental, donc l'Union européenne et la France ont un objectif de neutralité carbone à l'horizon de 2050. Et la méthanisation permet de réduire donc notablement les émissions alors directes, hein, de gaz à effet de serre donc issus des effluents d'élevage. Il y a des enjeux également économiques, hein, donc je vous ai montré, hein, sur la volatilité des prix tout à l'heure, donc de l'énergie, pardon, des engrais, mais c'est valable également pour l'énergie. Et puis, il y a la souveraineté sur les engrais, mais aussi énergétique. Alors, il y a des objectifs, hein, souhaités de développement du biogaz. Alors là, je parle en particulier du biométhane, hein, qui est injecté, un objectif filière qui est de 30% de gaz renouvelable en 2030, 100% en 2050, hein, mais la programmation pluriannuelle de l'énergie ne prévoit que 7% donc en 2030. Alors, vous avez à titre illustratif là sur les schémas donc l'essor donc très important de la production énergétique par la méthanisation. Les jeux de couleurs, là, je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est les différentes formes d'énergie thermique, injection de biométhane, électricité. On part, alors les dates sont un peu petites, hein, de 2011 à 2 TWh, 2021, 12 TWh. Donc c'est vraiment exponentiel. Et puis sur la petite pieuvre sur le côté, alors excusez-moi, c'est encore un peu plus petit, c'est les différentes sources d'énergie renouvelable. Alors on a le bois énergie qui est la source la plus importante, hein, et puis il y a donc la méthanisation, c'est encore tout petit, hein, 4,4%. Voilà, ça reste encore petit, mais l'essor, il est là et il se poursuit. L'état des lieux de la méthanisation en France, il est suivant. Vous avez donc une carte là qui montre que la méthanisation, elle est vraiment sur tous les hexagones, hein. Un peu plus au nord qu'au sud de la France. On est donc au 31 mars de cette année, donc à un peu plus de 500 unités donc en injection. Il y en a beaucoup qui sont donc en file d'attente, hein, plus de 800. La filière donc injection de biométhane, hein, on produit du biogaz, on l'épure, on l'injecte dans le réseau de gaz naturel. Voilà. C'est donc l'essor se fait au profit de ce modèle notamment. Et puis un modèle qui était un peu antérieur, donc 1000 installations, si on produit de l'électricité avec un cogénérateur. Vous verrez tout à l'heure des photos en ce sens. Alors, il y a de multiples arrêtés, hein, qui arrivent régulièrement. Donc, l'un des derniers, en juin dernier, donc, a revu donc, un certain nombre de points tarifaires qui montrent, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, de cet arrêté, qui montre surtout qu'il y a les pouvoirs publics ont pris conscience de l'augmentation des coûts de production et de l'augmentation du prix de l'énergie, donc l'a intégré donc, dans cet arrêté. Alors, quid de la filière porcine par rapport à la méthanisation? L'une des caractéristiques de la filière porcine, c'est qu'elle produit essentiellement du lisier, on l'a vu, mais le lisier est peu méthanogène, hein. C'est 95% d'eau, donc voilà, il ne reste pas beaucoup de matière organique. Un 300 truies Nestor engraisseur, ça va être l'équivalent d'un 20 kW électrique installé. Une installation moyenne, on va le voir tout à l'heure, c'est environ 150. Donc il faut d'autres biomasses qui devront être ajoutées. Par contre, la filière porcine, donc là où il y a un intérêt, donc alors elle peut produire des fumiers, hein, vous voyez le schéma, donc les fumiers donc sont plus méthanogènes, hein, parce qu'il y a moins d'eau, il y a un apport de paille conjoint. La filière porcine se caractérise également par des besoins donc en chaleur, les post-sevrages. C'est 36% de la consommation d'énergie d'un élevage naisseur-engraisseur.
mais c'est 80% sous forme de chaleur. Les maternités, c'est 22% de la consommation d'énergie d'un élevage naissant-engraisseur, mais c'est également 80% sous forme de chaleur. Avec la cogénération, production d'électricité, on produit aussi de la chaleur qui peut être mise à profit pour chauffer un élevage de porc. Trois modes de, de- de- trois modèles de méthanisation assez contrastés, donc je vais vous parler des trois rapidement. La méthanisation passive, le plus petit modèle de méthanisation qui existe. On pose une couverture, on collecte le biogaz, c'est pas chauffé, donc c'est assez simple en conception. Là, l'intérêt environnemental, c'est quand même 40% de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre. C'est 20%, il faut diviser par deux pour avoir les émissions totales de gaz à effet de serre. Et 60% si on évacue fréquemment les déjections, parce que quand les déjections sont stockées sous les caillebotis, ça émet sous les animaux. Donc autant récupérer le méthane produit sous les animaux et le mettre dans le méthaniseur. Et ça marche mieux, ce type de méthanisation, avec des déjections fraîches. Et c'est également 50 à plus de 80% d'autonomie en besoin thermique d'un élevage naissant-engraisseur. Donc c'est quand même intéressant. Coût d'investissement, environ 100 000 euros. Modèle de méthanisation donc un peu plus gros, c'est le modèle dominant donc en élevage porcin. C'est ce qu'on appelle la méthanisation à la ferme. Une taille d'installation donc entre 140 et 300 kW électriques installés. Lorsqu'on est en cogénération, vous avez un moteur là qui est représenté. C'est par contre, on est un peu moins autonome en intrants, c'est-à-dire que la bête, eh bien, il faut l'alimenter. Hein. C'est des matières organiques. Hein. Il faut lui donner à manger pour qu'il produise du méthane. Et si on produit, si on met des intrants qui viennent de l'extérieur, c'est aussi de l'azote et du phosphore. Alors on sait qu'en élevage de porc, on n'a pas toujours les surfaces d'épandage nécessaires, donc c'est des choses à considérer. Donc parfois il faudra traiter derrière le digestat. L'investissement, c'est quand même plus cher, hein, parce que là, on est sur à plus de 7 000 euros par kilowatt électrique investi, ce qui fait tout de même, pour 200 kilowatts électriques installés, 1 500 000 euros. Vous avez pratiquement le prix d'un élevage en méthanisation. Les sources de revenus, d'où est-ce qu'elles viennent? Alors, ce n'est pas tant la réduction de la facture de consommation donc, de chauffage, hein, mais ça va être surtout la vente d'électricité ou de biométhane. À 200 kilowatts électriques, grosso modo, c'est 300 000 euros de chiffre d'affaires de vente d'électricité, l'ordre de grandeur. Et ensuite, la méthanisation collective agricole. Alors là, donc l'éleveur sera plus un pourvoyeur d'effluents parmi d'autres. Hein. Là, donc il y aura moins de particularités liées à l'élevage porcin, si ce n'est que bon, comme la méthanisation se fait essentiellement en phase liquide. Bon, je ne rentre pas dans les détails hein, sur ces aspects. L'élevage porcin, donc produisant du lisier, donc peut permettre de rester en effluent liquide. Alors ça peut être une opportunité pour être au sein d'un projet collectif pour gérer donc collectivement des effluents d'élevage. Donc là, on est sur des unités parfois qui font plusieurs milliers d'hectares. Hein. Donc, je vous ai parlé de l'automoteur tout à l'heure. Donc là, souvent, on va retrouver, dans ce cas-là, notamment, on va retrouver des équipements vraiment spécifiques, hein, très pointus dans ce domaine. Alors, je vous ai mis à titre d'illustration. Donc, il y a surtout, je pense, des éleveurs bovins dans dans cette installation à Charchigny. 110 élevages dans un rayon de 25 km, 120 000 tonnes d'effluents qui rentrent, dont 85% donc d'effluents d'élevage. Donc là, ça fait, je pense, c'est la plus grosse unité de méthanisation donc collective agricole donc en France. En conclusion sur la méthanisation, donc il y a des atouts économiques et environnementaux, hein, donc création d'un revenu supplémentaire, ça peut être l'occasion pour un poste supplémentaire, de l'attractivité pour le métier, des intérêts donc environnementaux, réduire les gaz à effet de serre, etc. Mais aussi, on a vu, il y a des contraintes. Hein, c'est quand même des budgets qui peuvent être extrêmement conséquents. Il y a des économies d'échelle, donc sur des petites installations, donc peut se poser la question de la rentabilité, même sur des grandes. Hein, attention à sécuriser les gisements. Un point qui est donc récent, c'est l'augmentation récente du coût de l'énergie. Donc, ça conforte alors la pertinence de cette énergie renouvelable. Hein. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'entendais souvent dire que c'était trop subventionné, donc les prix de la méthanisation. Ouais, mais non, la question inverse se pose. Hein. C'est que du coup, d'où l'arrêté dont j'ai cité tout à l'heure, hein, donc pour aider la filière, du fait notamment qu'il y a une augmentation du coût de production. Hein, donc, unité de méthanisation, ça consomme également l'énergie, il faut des pompes, des broyeurs, ça contribue donc au coût de production et ils ont été impactés par ça.
J'ai mentionné également rapidement le couplage intéressant avec l'évacuation fréquente des déjections. Sans doute que pour la gestion des effluents d'élevage de demain, une filière évacuation fréquente des déjections qui présente un certain nombre d'intérêts sur le sanitaire, sur la réduction des émissions d'ammoniac en bâtiment, sur l'ambiance, plus globalement en bâtiment, et la production de méthane avec de la méta pourrait être intéressant. Plus rapidement, je passe sans transition sur le photovoltaïque. Je ne m'étends pas sur le contexte économique et environnemental, c'est à peu près la même chose. Le prix de l'électricité, plus de 50% d'augmentation entre 2007 et 2017. Il est passé en moyenne de 8 à 12 centimes d'euros. Et avec des panneaux photovoltaïques, donc là, on produit de l'électricité. Il y a plusieurs possibilités, soit revente totale, soit autoconsommation et vente d'un surplus, soit autoconsommation donc intégrale. Sachant qu'en autoconsommation, donc on est sur des dimensionnements de l'ordre de 20 à 30% des besoins. Il y a principalement deux types d'installations donc qui vont intéresser la filière porcine. C'est sur toiture et les trackers. Je passe donc sur l'agrivoltaïsme, donc c'est les panneaux au sol. Sur toiture, donc là, ça va être l'intérêt, c'est pas d'emprise au sol, c'est sur des bâtiments déjà existants. Il y a un arrêté tarifaire pour le rachat de l'électricité produite par ces panneaux. Attention aux contraintes de poids, il faut que la structure soit bien portante. Il faut éviter donc les bâtiments, les cheminées d'extraction qui émettent beaucoup de poussière. Donc, si votre panneau assez rapidement, donc il y a de la poussière qui couvre le panneau, donc on peut imaginer que le rendement donc vont baisser. Également, donc bon, il y a des interrogations sur les courants parasites, sur les champs électromagnétiques. On peut en parler après si vous voulez. Donc sur les risques d'incendie, donc par rapport aux bâtiments qui abritent du fourrage ou des animaux, donc les assureurs donc verrouillent donc cet aspect-là. Donc j'ai mis quelques informations là-dessus. Sur les trackers, la photo le montre. On voit c'est un dispositif qui suit la course du soleil. 30 à 65% de production d'électricité en plus, mais les panneaux coûtent 2 à 2,5 fois en plus. Voilà, donc surface d'un tracker, c'est 70 à 110 kW. C'est donc uniquement en autoconsommation. Les arrêtés tarifaires de 2021 ne rentrent pas, rentrent pas pour les trackers ni pour l'agrivoltaïsme. Donc, ça nécessite une consommation électrique régulière et plutôt de jour. Alors là, il y a également une certaine emprise au sol, donc ça contraint quand même l'usage des sols. La valorisation de l'électricité, donc il y a des arrêtés, j'en ai parlé, donc qui concernent donc les panneaux sur bâtiments, hangars, ombrières de moins de 500 kW. Ce sont des tarifs qui sont dégressifs avec l'augmentation de la puissance installée, contraints sur 20 ans. Et concerne donc la revente totale ou le surplus après autoconsommation. Vous avez ici un schéma qui montre que, en fait, la prise en compte des tarifs va jusqu'à donc un certain nombre d'heures annuellement, qui est variable, c'est 1100 ou 1600 heures. Après, donc, il y a une chute brutale de la rémunération du kilowattheure. Enfin, donc, l'autoconsommation totale peut être intéressante, je l'ai dit, selon le type de profil de consommation, et notamment parce qu'il n'y a pas de frais de raccordement ni de taxes. Alors, sur le photovoltaïque, bon, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré dans la littérature grise qu'il y a quand même un intérêt croissant avec les derniers tarifs pour s'orienter vers l'autoconsommation avec vente du surplus. Et en port, l'une des particularités, c'est donc que vous avez ici les photos qui montrent bien que dans un cas, si vous avez donc des toitures qui sont donc petites, avec beaucoup de cheminées d'extraction, et à l'inverse, un autre cas avec un bâtiment donc bien uniforme, une ventilation centralisée de l'air. Donc le deuxième cas est beaucoup plus favorable donc à la pose de panneaux sur toiture. Voilà, je vous remercie de votre attention.